Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Bienvenue à la deuxième partie de l'entrevue que m'a accordé mon collègue, le Dr Alain Naud, médecin de famille à l'hôpital Saint-François d'Assise et chef de file dans le domaine de l'aide médicale à mourir. Alors, nous sommes de retour avec Dr Alain Naud, qui est médecin de famille, médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval, et également professeur titulaire de clinique à l'Université Laval. Alain, en retour de pause, on va revenir un peu sur ta présence à la commission spéciale sur l'évolution de la loi concernant les soins de fin de vie le 18 mai 2021, si je ne m'abuse. Oui. Pour les gens qui sont intéressés, je vais mettre le lien, là. Donc, c'est très intéressant, là. C'est peut-être moins suivi que ça a pu l'être dans le passé, peut-être à cause de la pandémie, du contexte électoral aussi. Il y a beaucoup de choses, on dirait, en même temps, mais il y a des choses importantes qui se passent là dans le moment. Donc, pour rappeler, le but de la commission, c'est de se pencher sur l'accès à l'aide médicale à mourir via des directives médicales anticipées. On va en parler dans quelques instants. Et également de se pencher sur l'accès à l'aide médicale à mourir pour les patients atteints d'un problème de santé mentale. Chose sur laquelle tu te prononces moins parce que ce n'est pas ton domaine, si je ne m'abuse. Exact. Alors, tu as notamment fait état devant la commission de tes doléances face à la commission sur les soins de fin de vie. Là. Oui. Ça date de longtemps parce que dès 2016, tu avais publié une lettre ouverte dans Le Devoir. Je vais citer deux extraits. Donc, on retourne là, au tout début de l'application de la loi. Tu disais, la commission, du moins en apparence, semble consacrer son temps et son énergie à questionner, voire à harceler les médecins qui font un travail exemplaire à répondre aux demandes légitimes d'aide médicale à mourir. Et tu poursuivais en conclusion d'article ou d'éditorial un dernier mot concernant la présence au sein de la commission des soins de fin de vie d'opposants indéfectibles à l'aide médicale à mourir. Si l'information est avérée, combien y en a-t-il sur les 11 membres? Si c'est le cas, leur présence est aussi incompréhensible qu'indéfendable. La société n'en est plus depuis longtemps au débat d'idées, comme il y a plusieurs années avec les consultations populaires et la commission parlementaire Mourir dans la dignité. C'est deux extraits. Premièrement, il t'apparaît impensable d'avoir quelqu'un qui a une forme de réticence face à l'aide médicale à mourir qui siège sur cette commission. Oui. Et d'une autre façon, n'y a-t-il pas le risque aussi d'avoir sur cette commission un défenseur tout azimut ou ce qu'on j'appelais tout à l'heure un advocate, chose que toi, tu te défends d'être, le risque est un peu présent dans les deux sens. Non. Ce qu'il faut comprendre, Jean-Pierre, de cette commission-là, c'est qu'elle est une grave erreur de la loi 2. C'est clair. Hein? Et bon, on l'avait mis en place. Et tu sais, avant qu'on commence à faire de l'aide médicale à mourir, évidemment, tout était intellectualisé, là. Il n'y en avait pas nulle part au Canada. Hein? Alors, on a pensé, dans le meilleur des mondes, de mettre ça en place. Et le but de la commission, c'était essentiellement d'éviter qu'il y ait des dérapages dans l'administration de l'aide médicale à mourir. Maintenant, la façon dont on a formé cette commission-là, tout de suite, là, au début de 2016, on a vu que ça ne fonctionnait pas. Dès les premières semaines ou les premiers mois? Oui, dès qu'on commençait à envoyer des rapports à la commission, on recevait des lettres de la commission là, qui nous questionnaient sur un ton là, très formel et légal, en citant tel article de la loi, et ce que vous avez fait n'est pas correct. Mais ce qu'il faut comprendre, là, c'est que si cette commission-là avait été tout simplement une commission consultative pour le gouvernement sur les soins de fin de vie, la composition aurait été parfaite. Mais ce n'est pas le rôle qu'on lui a donné. En fait, c'est un des rôles qu'on lui a donné, mais on lui a aussi confié le rôle de s'assurer de la conformité des aides médicales à mourir administrées au Québec. Et c'est là où ça ne fonctionne pas du tout, là. De par la composition de cette commission-là, de par les gens qui y siègent, du fait que personne dans cette commission-là fait de l'aide médicale à mourir, sauf un médecin, peut-être deux maintenant, là, sur les 11 membres. Là. Puis je vais te faire un parallèle. Et dans le fond, là, où ça cloche, c'est le rôle de juge qu'on a donné à cette commission-là.
Alors, quand tu nommes quelqu'un à un poste de juge, tu t'attends à ce qu'il y ait une certaine indépendance. Tout à fait. Évidemment, il va avoir une position personnelle. Il n'y a personne qui peut être neutre face à l'aide médicale à mourir au Québec et au Canada, là. C'est très clair. Tout le monde a une position personnelle. Mais une fois qu'on est dans une position de juge, on n'est pas là pour l'imposer au parti qu'on entend. On n'est pas là pour influencer les collègues autour de la table. Et c'est ce qui arrive. En tout cas, c'est le risque qui arrive avec cette commission-là. Puis je vais faire un parallèle. Tu sais, c'est comme si on nommait une commission de 11 personnes pour s'assurer de la conformité des viaducs qui sont construits au Québec. Hein? Mais là, cette commission-là de 11 personnes, là, ben, vous mettez là-dessus, sur les 11, il y a 2 ingénieurs. Après ça, il y a un fleuriste, il y a un artiste de cirque, il y a un philosophe, il y a 2 fonctionnaires, il y a un membre du public. Et vous leur dites, assurez-vous maintenant que les viaducs sont construits conformément. Alors, tous des gens qui n'en ont jamais construit, puis qui n'en ont même jamais vu, qui n'en ont pas approché, qui n'iront pas près d'un viaduc pour voir comment il est fait et qui auront à rendre une décision à la lecture d'un papier. Et en plus, qui rendront leur décision sans jamais se justifier, qui vont se contenter de dire à l'unanimité ou à la majorité de la commission, on juge que ça a été fait correctement ou que ça n'a pas été fait correctement. Et ça, c'est un travail qui est fait a posteriori, je comprends bien. Qui est fait a posteriori. Alors, toi, tu reçois une lettre de blâme à toute fin pratique? C'est ça. Ben, en fait, c'est que, bon, je te disais tantôt que c'est un soin qui est très balisé, hein, et c'est correct, là. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, à chaque fois qu'il y a une aide médicale à mourir qui est administrée, on doit remplir un formulaire de déclaration qui est envoyé à 2 endroits, à la Commission sur les soins de fin de vie, puis au CMDP, au Conseil des médecins dentistes et pharmaciens de l'établissement où l'aide médicale à mourir a été administrée. Et ces 2 entités-là se penchent sur l'examen du formulaire pour regarder, voir s'il y a quelque chose qui cloche. Presque systématiquement, écoute, près de 50% là, des AMM administrés, en 2016-2017, on recevait une lettre de la Commission qui était, comme je te dis, sur un ton très formel, légaliste, de blâme. La Commission a jugé que le malade n'était pas en fin de vie. Alors, des gens là, qui sont assis dans un bureau, là, qui n'ont jamais été au chevet du malade, là, à l'encontre de tous les soignants qui ont participé à ça, parce que ce n'est pas juste 2 médecins, hein, c'est des infirmières, c'est un pharmacien, c'est souvent un travailleur social. Alors, la commission avait décrété que le malade n'était pas en fin de vie. Ils n'ont pas vu le malade, ils n'ont pas vu le dossier, hein, ils n'ont pas questionné personne. Et c'est des gens qui sont, pour la grande majorité d'entre eux, qui ne sont pas médecins. Et je rappelle que l'aide médicale à mourir, c'est un acte médical dont l'évaluation de la conformité devrait relever du Collège des médecins ou des comités d'évaluation de l'acte des établissements, des conseils de médecins dentistes et pharmaciens. Alors, ça, c'est extrêmement dysfonctionnel. Tous les médecins recevaient des lettres de blâme de la commission, ce qui fait que dans la première année particulièrement, il y a de nombreux médecins qui ont quitté l'aide médicale à mourir et qui ne reviendront jamais parce qu'ils disaient, écoute, moi, c'est déjà assez compliqué comme ça, là. C'est en plus pour me faire écœurer par du monde qui lise des papiers, là, qui ne connaissent pas ça. Merci, bonsoir, là, on va laisser ça à d'autres, tu comprends? Donc, et le malheur, c'est que la loi 2 n'a jamais été revue, même si elle aurait dû l'être à plusieurs occasions. Là, depuis 2014, elle n'a jamais été revue. Donc, cette commission-là continue de sévir. Les problèmes dont tu faisais état en 2016 sont encore là. Ils sont encore là. Et d'autant que, je te dirais, l'enjeu principal de cette commission-là, le motif principal pour lequel on l'a mise en place, c'était de s'assurer qu'il n'y aurait pas de dérapage dans l'administration de l'aide médicale à mourir. Ce qui est tout à fait légitime comme objectif, on peut le penser. Mais sur cet aspect-là, cette commission-là est un échec monumental. Donc, l'objectif était louable, la mécanique est biaisée. Totalement dysfonctionnelle et n'a jamais été revue. Parce que les dérapages dans l'aide médicale à mourir, là, depuis le tout début, là, décembre 2015, là, il y en a eu souvent et il continue d'y en avoir, mais ils ne sont pas dans l'administration de l'aide médicale à mourir. Tous les dérapages qu'on a observés, et on continue d'en voir, ils sont dans l'obstruction systématique qui est faite à certains endroits, à un accès légitime à l'aide médicale à mourir, ou par certains médecins. Et ça, la commission est au courant. Hein? Alors, la commission va se contenter de constater qu'il y a curieusement, il y a des établissements où le taux de refus et de non-administration est beaucoup plus important que l'autre établissement à côté, où il y a des régions, contrairement à une région similaire, qui ont des taux de refus et non-administration.
puis à part de constater qu'il y a des choses qui n'ont pas l'air à marcher, bien, ça s'arrête là. Et nous, sur le terrain, on le sait qu'il y a des dérapages. Alors, des docteurs qui reçoivent une demande d'aide médicale à mourir, puis qui la mettent à poubelle, puis qui attendent que le malade meure. Des malades qui reçoivent des pressions des médecins, de l'infirmière, du personnel soignant pour retirer une demande. Des malades qui reçoivent une pression des fois de leur propre entourage, et ça s'est vu et ça s'est entendu, là. Malade qui est hospitalisé et qui se fait dire par sa famille, si tu ne retires pas ta demande, on ne vient plus te voir. Alors, ils sont là, les dérapages. Cette commission-là était totalement inutile à prévenir les dérapages. Il y a une portion qui sera toujours incontrôlable. La pression des familles, c'est peut-être plus difficile à juguler. Écoute, si on le sait, c'est parce qu'on s'en est rendu compte. Okay. Hein? C'est qu'il y a des travailleurs sociaux, il y a des infirmières, il y a des docteurs qui ont des confidences. C'est difficile à contrôler. On pourra pas. On pourra. Il y en a certainement beaucoup plus que ça dont on n'a pas eu connaissance. Effectivement, c'est plus difficile à contrôler, mais on sait que ça existe et il n'y a pas de mécanisme qui est en place pour y mettre fin. Et c'est ça qui est malheureux. Tu parlais, parce que je pense que tu en as parlé en commission, puis tu en as parlé tout à l'heure aussi, puis pour clarifier ta position, c'est le patient qui dit « Docteur No, moi, je voudrais avoir l'aide médicale à mourir », toi, tu vas évaluer la pertinence de cette demande-là à ce moment-là. Puis, comme médecin, ben, tu me corrigeras, comme médecin, comme on le fait dans toutes les autres sphères d'activité, moi, en chirurgie, un patient va me parler d'un tel traitement, je vais dire non, c'est pas ça le bon traitement pour vous à ce stade-ci, c'est autre chose. Alors, je présume, tu me corrigeras avec l'aide médicale à mourir, tu peux quand même émettre ton opinion, dire écoutez, je pense que, je sais pas, c'est peut-être un peu prématuré, votre maladie, vous en êtes jusqu'où, tu vois, je comprends qu'il faut respecter le souhait du malade, mais je présume que tu as une certaine responsabilité de donner ton opinion de soignant pour dire, écoutez, mon expérience m'amène à dire que c'est peut-être pas trop prématuré, je ne sais pas si c'est le bon mot. Écoute, sans s'opposer, c'est très délicat. Ouais, je comprends ta question, mais je pense qu'il faut différencier deux choses qui sont très différentes. Une demande d'information sur l'aide médicale à mourir. Okay. Hein? Alors ça, on a l'obligation évidemment d'y répondre, puis de donner les bonnes informations, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Donc, quelqu'un qui veut se renseigner sur l'aide médicale à mourir, on a l'obligation de l'informer, comme on a l'obligation de l'informer des autres alternatives aussi. Hein? Tu le sais, comme chirurgien, face à un patient où on a décidé d'un traitement, bien, on a l'obligation de partager avec le malade toutes les options possibles, avec ce que ça comporte d'avantages et d'inconvénients. Maintenant, si on parle de quelqu'un qui veut faire une demande d'aide médicale à mourir, un patient qui dit « Docteur, moi je veux recevoir l'aide médicale à mourir okay. », personne ne peut l'empêcher de faire une demande d'aide médicale à mourir. La nuance, okay, même si, dans notre esprit, il est clair qu'il va être refusé. Hein? Okay, même si dans notre esprit, il est clair qu'il va être refusé, là, un malade qui veut faire une demande d'aide médicale à mourir ne peut pas être empêché de faire une demande d'aide médicale à mourir. Okay. Si c'est mon patient, je vais peut-être y expliquer. Je vais faire une demande. Écoutez, je ne suis pas sûr qu'elle va être acceptée pour telle et telle raison. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est mal compris. Et là, je vais essayer de le renseigner, mais ce n'est pas dans le but de le faire changer d'idée. Alors, si quelqu'un, on juge qu'il n'est pas admissible, il dit « je veux faire une demande d'aide médicale à mourir », bon, il fait signer sa feuille, on l'évalue en fonction des critères en place, puis on va lui dire en bout de ligne que, pour telle raison, sa demande n'est pas recevable. Devant la commission, tu as évidemment défendu le droit à l'accès à l'aide médicale à mourir via des directives médicales anticipées. Donc, pour que ce soit bien clair, on parle avant tout des problèmes de démence. Donc, uniquement des problèmes de démence. Donc, peux-tu nous résumer, parce que tu as parlé longtemps devant la commission, donc les gens pourront l'écouter, mais nous résumer peut-être en quelques minutes ta réflexion, ta position, puis la mécanique que tu verrais là, derrière ce processus. Relativement simple. Et tu sais, Jean-Pierre, pour moi, la question n'est même plus est-ce qu'on va le permettre, éventuellement, mais la question pour moi, c'est quand est-ce qu'on va le permettre et quelles conditions, quelles balises on va mettre en place rendues à ce moment-là. Alors, quand on parle d'intégrer les directives anticipées, c'est-à-dire les demandes anticipées aux directives médicales anticipées, je pense qu'il faut bien se comprendre. Là. On ne parle pas... Pour ceux qui connaissent les directives médicales anticipées, le registre des directives médicales anticipées, là, tout le monde, à partir de 18 ans au Québec, là, on peut laisser des directives médicales anticipées. C'est-à-dire qu'il y a un formulaire qu'on va compléter seul, ça peut être avec l'aide d'un professionnel de la santé si on ne comprend pas toutes les questions, là, qui dit à peu près ceci. Si un jour je me retrouve dans une situation irréversible,
j'ai eu un traumatisme crânien, un accident, j'ai aucune chance de récupérer de ça et je suis inapte, je suis comateux. Voulez-vous qu'on vous réanime, qu'on vous mette sur un respirateur, qu'on vous donne des chocs électriques? Voulez-vous qu'on continue de vous hydrater, de vous envoyer par des solutés du liquide? Voulez-vous qu'on continue, qu'on vous nourrisse par voie intraveineuse? Hein? Alors, il y a une série de soins comme ça, il y en a 5 auxquels on peut répondre à l'avance oui ou non. Ça, selon les directives médicales anticipées. Et ça, dès l'âge de 18 ans, on peut faire des DMA. Et ça, c'est enregistré dans un registre provincial qui fait que n'importe quel médecin au Québec est capable d'aller consulter ce registre-là. Ce qui fait que vous avez 42 ans, vous vous retrouvez avec un accident de la route en Gaspésie, vous arrivez à l'hôpital, vous êtes dans un état lamentable, vous avez le cerveau embouilli, écrasé, aucune chance de récupération. Est-ce qu'on vous réanime, tout ça, jusqu'où on va dans l'intensité des soins? Bien, si vous avez laissé des directives médicales anticipées ou vous avez dit « non, moi, je ne veux pas qu'on s'acharne sur moi », bien, le docteur va être obligé de respecter ça. Hein, c'est à force de loi contraignante. Ça. Même si la famille n'est pas d'accord, là, s'il y a des directives, des DMA clairs, on est obligé de respecter ça. Quand on parle d'intégrer l'aide médicale à mourir, c'est pas d'en faire une autre question dans le registre des directives médicales anticipées. C'est pas de dire, si on a 25 ans puis qu'on répond aux questions du formulaire de DMA, bien, vous savez, moi j'ai 25 ans, mais si à 75 ans, je me retrouve avec une maladie d'Alzheimer ou quelque chose, vous me ferez l'aide médicale à mourir. Ça ne se concevra jamais de cette façon-là. On ne peut pas se projeter dans le futur pour dire aussi loin, pour dire moi un jour, je demanderai l'aide médicale à mourir. Tu sais, Jean-Pierre, moi je me fais souvent poser la question, bon, je participe à l'aide médicale à mourir, est-ce que moi-même, c'est un soin que je demanderai quand je serai rendu en fin de vie? Et ma réponse est toujours, j'en ai aucune idée, je ne le sais pas. J'en ai aucune idée. Peut-être que oui, peut-être que non. Je verrai rendu là. Mais je ne peux pas me projeter dans le futur pour dire « moi, je voudrais mourir avec l'aide médicale à mourir ». Alors, il ne s'agit pas de mettre ça dans les DMA. Ce dont on parle et ce que la population veut, et ça, il y a des sondages qui le demandent de façon très claire, là, c'est de dire, une fois que vous avez eu un diagnostic de démence, je vais appeler ça Alzheimer, hein, parce que les gens connaissent le mot, là, mais dans les démences, il y a plusieurs types de démences, là, dont l'Alzheimer est probablement le plus connu. Alors, ce que les gens veulent maintenant, là, c'est de dire, bien, regardez, moi, une fois que j'ai eu un diagnostic là, d'Alzheimer, là, bien, tant que je suis apte à consentir et à prendre cette décision-là, je pourrais faire le choix de ne pas nécessairement avoir à vivre cette maladie-là jusqu'à la toute fin. Et de dire, bien, rendu à un certain stade, même si je suis devenu inapte, même si je suis dans un état de démence avancée, vous pourrez m'administrer l'aide médicale à mourir à ce moment-là. Hein? C'est de ça dont on parle quand on parle des directives anticipées et de la démence. Alors moi, j'ai proposé un mécanisme là, relativement simple. Et peut-être juste avant de l'expliquer, pourquoi je suis sûr qu'on va y arriver? Parce que c'est très clair que c'est ce que la population veut en très grande majorité. Moi, comme médecin de famille, là, j'en entends parler, et c'est pas juste depuis 4 ans, là, j'en entends parler depuis tout le temps. Des patients qui viennent me voir et qui disent, bien, maladie d'Alzheimer, là, à un moment donné, on est obligé de vivre ça jusqu'à la fin, là, parce que c'est une maladie fréquente. Hein? Il y en a dans toutes les familles au Québec. Tous les gens en ont dans leur famille qui sont morts de la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui est incurable. C'est une maladie, on sait comment ça évolue. Ça évolue à peu près toujours de la même façon, avec une déchéance, avec une durée de vie moyenne, en moyenne de 7-8 ans à partir du diagnostic. Et c'est une maladie où le cerveau va mourir plusieurs années avant le corps. Hein? Alors, tous les gens savent comment ça évolue une maladie d'Alzheimer. Dans toutes les familles, on a accompagné quelqu'un qui s'est rendu jusqu'au bout dans un état de démence avancée. Et ce que les gens, particulièrement la génération des bébés boomers, qui est autonome, qui ont accompagné leurs parents qui sont morts d'Alzheimer, ce que les gens nous disent maintenant, c'est pas vrai que moi, ça va se passer de cette façon-là si jamais je me retrouve avec une maladie d'Alzheimer. Il y a eu un sondage léger qui a été fait en 2019 à travers le Québec et le Canada. Et après répartition des indécis, on était à 82% de la population au Québec qui souhaitait qu'on mette en place un régime de directive médicale anticipée là, après diagnostic de démence. Le patient
dans l'éventualité où ça va se matérialiser, donc on en est pas mal certain, le patient dont la justification serait, je n'imposerai pas ça à mes enfants, de me voir dans cet état-là, est-ce que spontanément tu trouverais ça légitime ou ça... Écoute, Jean-Pierre, qui suis-je pour juger, non, moi, que c'est une bonne ou une mauvaise raison? Non, mais je te demande ton opinion. Oui, non, mais écoute, ça fera l'objet du débat de société. Hein? Donc, quelles sont les balises qu'on va mettre en place et la mécanique à mettre en place? C'est le travail qui reste à faire. Je sais que ce qui était sur la table, c'est des évaluations peut-être à 6 mois d'intervalle, que le patient puisse poser ses critères, là, d'être alité, de ne pas reconnaître les siens. Écoute, moi, c'est ce que j'ai proposé. L'incontinence, des choses comme ça. Moi, c'est ce que j'ai proposé comme mécanique. En fait, c'est ma proposition. Elle reste à être débattue, puis comme je te dis, c'est un débat de société, là. C'est pas moi qui va décider. Mais moi, ce que je proposais comme mécanique, c'est de dire, premièrement, ça ne peut être fait qu'à partir du moment où vous avez reçu un diagnostic de démence. Ça ne peut pas être fait avant. On doit vous laisser une certaine période de temps minimale. Parce qu'on s'entend que quand tu te fais annoncer là, aujourd'hui que tu as une maladie d'Alzheimer, là, tu ne rentres pas heureux chez vous. Hein? Tu es en état de choc. Je pense qu'il faut te laisser le temps de retomber sur tes pieds, de consulter les ressources, de t'en remettre un peu, d'avoir de l'aide, de te faire accompagner. Donc, certaines périodes de temps minimales. 3 mois, 4 mois, 5 mois, peu importe. Ça reste à être déterminé. Après ça, si tu dis, OK, moi, je ne veux pas me rendre là, jusqu'au stade 7, là, puis attendre là, en chien de fusil, là, avec le seul réflexe d'ouvrir la bouche, là, comme j'ai vu mourir mon père, là, ça fait que moi, je vais faire une demande anticipée, parce que je ne veux pas me rendre à ce stade-là. Alors, ça devra se faire au moyen d'un formulaire spécifique, écrit, signé, demande qui devra être renouvelée après une certaine période de temps. 3 mois, 4 mois, 5 mois, peu importe, tant que tu es apte à le faire. Évidemment, il faut que tu sois apte à prendre cette décision-là. Donc, techniquement, si tu amorces le processus un peu trop tard, ça pourrait te limiter, c'est ça. C'est clair qu'il faut que tu sois apte. C'est ça. Il n'est pas question là, d'euthanasier toutes les demandes de la province. Non, mais dans ce sens que le patient le patient ferait sa première demande alors qu'il est encore apte, mais limite, là, il pourrait peut-être, entre guillemets, passer tout droit, comme on voyait avant. Comme on voyait avant chez les patients qui ne pouvaient donner leur deuxième consentement. Absolument. Alors, s'il fait sa première alors que c'est limite, puis qu'il commence à perdre beaucoup de facultés intellectuelles, ben peut-être qu'à la deuxième demande, il n'y aura plus les facultés nécessaires pour le renouveler. Hein? Donc, on attend un deuxième, on impose un deuxième consentement pour être sûr que c'est bien sa décision, on lui a laissé le temps de réfléchir. Dans ce formulaire-là, le patient, il devrait désigner d'une part un mandataire, quelqu'un à qui il fait confiance, hein, qui va s'occuper, lui, une fois que le patient sera devenu inapte, de la suite des choses. Puis la suite des choses, là, je vais y arriver. Et le patient devrait déterminer à partir d'une série de mesures objectivables qui ne sont pas les stades de la maladie, parce que ça, c'est aléatoire et ça se chevauche, mais on met une série de mesures objectivables. Puis on n'en met pas 55, là, on en met 8, 10 peut-être, du genre. Ça fait 6 mois que je ne reconnais plus mes proches du tout. Ça fait X mois que je suis violent là, de façon continuelle avec mon entourage. Je suis totalement alité. Je suis plus capable de marcher, de me lever. Je suis totalement dépendant pour mes soins. Je suis incontinent urinaire et fécal. Alors, tu vois, on met une série de critères comme ça objectivables et il appartient à chaque personne de déterminer dans tout ça quels sont les critères qui, pour lui, vont correspondre à l'atteinte d'un stade d'indignité. Où la personne va dire, mais regarde, moi, rendu dans cet état-là, là, je vous autorise à m'administrer l'aide médicale à mourir parce que je trouve que dans ma condition personnelle d'humain, je n'aurai plus de dignité personnelle. Donc, tu comprends qu'on dépasse le stade de la souffrance. Parce que pour moi, la question n'est pas de savoir est-ce que la personne qui est démente, qui a le cerveau embouillé, souffre ou pas. On est rendu dans le concept de dignité de fin de vie. Moi, là, la personne que je serai à ce moment-là, dans cet état-là, là, ben, ça ne correspond pas à ma définition d'une dignité de fin de vie. Je vous autoriserai à m'administrer à ce moment-là l'aide médicale à mourir. Et rendu là, le rôle du mandataire, c'est pas de dire que le stade va être atteint. Le rôle du mandataire sera d'aviser l'équipe soignante
de dire, écoutez, pourriez-vous regarder, voir si On est rendu là. on est rendu là. Et là, tu confies le rôle à une équipe multidisciplinaire de statuer si effectivement on est rendu là. Pas juste une personne. Médecin qui s'en occupe, ce sera peut-être les IPS, infirmières praticiennes spécialisées, là, super infirmières, parce qu'on s'entend que les gens seront probablement en établissement rendus là. Le travailleur social qui est dans le dossier, l'infirmière responsable la plupart du temps. Alors, tu confies à cette équipe-là le rôle d'évaluer si on est rendu là. Et si on est rendu là, ben, on met en application les directives que le patient avait données. Et là, 2 ajouts qui vont être importants de faire dans notre loi québécoise, qui ne le sont toujours pas malheureusement et qui existent depuis 2016 dans le reste du Canada. Le premier ajout de la loi, la première modification qui est importante de faire, c'est de permettre aux super infirmières, aux IPS, d'évaluer et d'administrer l'aide médicale à mourir. Alors ça, c'est permis partout ailleurs au Canada depuis 2016, sauf au Québec. C'est toujours interdit. Deuxième ajout, de permettre l'aide médicale à mourir par voie orale. Pourquoi? Parce que rendu là, pour ces malades qui seront certainement en établissement, bien là, on entend l'objection. Oui, mais est-ce qu'on va attacher quelqu'un pour y poser des cathéters et injecter, là, s'il se défend? Non, il n'est pas question d'attacher personne. Et pourquoi devrions-nous absolument le faire par injection intraveineuse? On s'entend que rendu là, il y aura beaucoup d'infirmières, peut-être plus souvent que des médecins qui seront au chevet de ces malades-là dans les CHSLD. Bien, tu permets aux IPS de participer à l'évaluation et de l'administration, puis l'aide médicale à mourir se fait par voie orale. Donc, dans le jus d'orange du patient, tu verses ce qui est nécessaire. Puis si ce matin-là, il ne boit pas son jus d'orange, bien, tu lui redonnes le lendemain. On n'est pas dans l'urgence de procéder. Hein, mais il n'est pas question d'attacher là, personne. Mais on parle de l'autodétermination, donc du choix de la personne elle-même. On ne parle pas là, de l'eugénisme et d'euthanasie, tout et dément là, qui seront dans les CHSLD. Tu parlais que le projet actuel qui est devant la commission se limite aux patients atteints de démence. Ouais. Mais je verrais d'autres scénarios. Moi, je te propose, par exemple, le patient atteint d'une tumeur cérébrale qui va l'amener vers un coma et non pas une démence. Ouais. Le patient qui subirait une neurochirurgie qui risquerait de le laisser comateux, le patient qui aurait des atteintes vasculaires, là, donc au niveau des vaisseaux qui nourrissent le cerveau, qui le mettent très à risque de faire un accident cérébrovasculaire qui le laisserait dans un état de coma ou dans un état d'inaptitude. Est-ce que ça pourrait s'élargir à ça, selon toi, ou on étire l'élastique un petit peu? Si on veut tout gérer, là, si on veut tout régler d'une traite, là, on risque de rien régler. On risque de rien régler. Étape par étape. Alors, je pense qu'il faut y aller par étapes. Hein? Et pourquoi la démence? Pourquoi l'Alzheimer? Parce que ça, c'est fréquent. Parce que ça, il y en a dans toutes les familles. Parce qu'on sait qu'avec le vieillissement de la population, dans 20 ans, on va en avoir 2 fois plus encore. Là. Parce que la génération, entre autres, des baby-boomers actuels, là, veulent qu'on ait ça en place avant qu'eux se retrouvent dans 5 ans, 10 ans, 15 ans avec une maladie d'Alzheimer et qui disent « C'est pas vrai, moi, que je vais mourir comme mon père, là, couché en chien de fusil, là, avec les 4 membres repliés, là, à attendre des mois de temps que ça se termine. » Tu comprends? Alors, moi, je pense qu'allons-y avec ça. C'est déjà un gros morceau. Hein? C'est déjà, il faut faire un consensus de société. Mais après ça, si on veut y intégrer, puis tes questions sont bonnes, puis on les entend, là, bien, tant qu'à y être, pourquoi que... Tu sais, c'est comme quand tu te fais construire une maison, là, le temps qu'à y être, pourquoi on ne fait pas ça? Mais tu te retrouves avec un projet, finalement, qui est ingérable à la fin, là. Tu parlais de consensus, puis d'y aller étape par étape, rapidement, là, parce que le temps file. Ton opinion sur l'aide médicale à mourir pour les mineurs? Ouais. Donc, les mineurs, on pourrait parler de l'aptitude à consentir du mineur, là, puis l'âge, mais disons, chez le jeune mineur, via un consentement substitué, spontanément, est-ce que tu penses que c'est envisageable ou on ne veut pas ouvrir cette porte-là pour l'instant au Québec? Il va falloir l'ouvrir. On n'aura pas le choix de l'ouvrir, là. Est-ce qu'il faut l'ouvrir maintenant ou d'abord régler le cas des demandes anticipées là, dans les cas de démence? Là? Moi, je pense qu'on devrait d'abord mettre en place les demandes anticipées. Mais la question des mineurs, puis en Belgique et aux Pays-Bas, où c'est permis, on parle des mineurs matures, hein, c'est-à-dire en bas de 18 ans, mais avec la maturité là, suffisante pour décider pour eux-mêmes. Et Belgique et Pays-Bas, on l'autorise à partir de 12 ans. Au Québec, j'ai le sentiment que ce serait peut-être 14,
Écoute, ça 16, fera l'objet du débat de société, Ça arrivait avec le code civil. mais on n'aura pas le choix d'en débattre éventuellement. Et il y a eu, cet été, j'étais au Lac-Saint-Jean, là, dans le journal régional, un cas qui l'illustrait parfaitement bien, là, pathétique, là, d'un jeune homme de 17 ans et demi avec un cancer extrêmement métastatique qui aurait voulu recevoir l'aide médicale à mourir, mais qui n'avait pas droit parce qu'il n'avait pas 18 ans. Et je pense que la question qu'il faut se poser, elle est très claire, là. Pourquoi à 17 ans et demi, quand vous êtes dans une condition là, désastreuse de fin de vie, avec des souffrances que vous ne voulez plus tolérer, on vous refuse l'aide médicale à mourir, alors que si vous avez 18 ans et un jour, on va le permettre? N'est-ce pas de la discrimination basée sur l'âge? Aux Pays-Bas et en Belgique, où c'est permis, hein, il y en a très peu. Hein. Écoute, ça se compte sur les doigts là, d'une main, puis peut-être deux maintenant, là, depuis 2012. Là. Et ce sont toutes des situations dramatiques là, d'adolescents avec des cancers là, foudroyants, là, très invasifs. Là. Alors, ça, c'est un élément sur lequel on n'aura pas le choix de se pencher. Moi, je pense qu'il faut s'attendre à faire ce débat-là, éventuellement. Puis après ça, ben évidemment, il y a eu cet été un autre cas très médiatisé là, d'un bébé qui est né avec une absence d'intestin, ou en tout cas un intestin non développé. Là. Alors, je pense que c'est un syndrome de Mednick, si je ne m'abuse. Oui, c'est possible. Déficience intellectuelle avec une entéropathie. Oui. Sa mère veut l'aide médicale à mourir, si c'est le cas dont tu parles. Là, tu parles du jeune homme de 4 ans. C'est ça, oui. OK, ça. toi, tu parles d'un autre cas. Je m'excuse. Désolé. C'est un autre, ouais, désolé. Je t'écoute. C'est un autre, parce qu'il y en a eu plusieurs cet été, effectivement. Là, tu as raison. Mais là, c'est un autre. Non, c'est vraiment un bébé naissant là, qui est né avec une agénésie intestinale. Donc, un intestin qui n'est pas développé. Alors, à la naissance, évidemment, il n'était pas capable de rien ingurgiter. Écoute, on a fait de l'hyperalimentation intraveineuse, le temps de découvrir ce qui ne marchait pas. Puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'intestin. Alors, c'est une condition incompatible avec la vie, là. C'est clair, là. Puis les chances de vie, c'est même pas 0,0001%, là. C'est zéro. Hein. Ben, écoute, la seule chose qu'on a pu faire, c'est arrêter l'hyperalimentation intraveineuse. Il donner probablement de la morphine, puis attendre qu'il meure, le regarder mourir tranquillement, hein, s'auto-digérer, puis attendre que tout s'arrête. Et pour avoir vu en entrevue les parents qui étaient bouleversés, dévastés, premièrement de perdre un enfant, puis on peut les comprendre très bien, là, puis de dire, mais pourquoi quand la condition, comme ça, est incompatible avec la vie, on ne pourrait pas prodiguer l'aide médicale à mourir? Et il y a un endroit dans le monde où on le permet dans des conditions comme celle-là, ce sont les Pays-Bas. Les Pays-Bas, en 2005, il y a des intensivistes pédiatriques là-bas qui ont mis au point un protocole qu'on appelle le protocole de Groningen. Il faut s'entendre que la loi aux Pays-Bas ne permet pas en bas de 12 ans l'aide médicale à mourir. Hein? La loi n'a pas été changée, mais ce protocole-là est appliqué avec l'accord tacite de l'État néerlandais parce qu'il est très rigoureux puis il implique là, beaucoup de conditions. Premièrement, il y a des conditions très précises là, pour avoir accès à l'aide médicale à mourir. Il y a un mécanisme de surveillance là, très précis qui est fait systématiquement. Il y a une confirmation par une autre équipe soignante là, que l'enfant répond au protocole et on le permet. Et les cas sont peu nombreux, là, on s'entend, là, ça n'arrive pas souvent. Et moi, j'ai eu la chance d'entendre le médecin qui est à l'origine de ce protocole-là en conférence, et il parlait du premier cas qui les a interpellés comme équipe traitante. C'est un bébé qui était venu au monde avec une épidermolyse bulleuse, qui est une maladie, là, lui est né avec ça, là, extrêmement sévère. Et l'épidermolyse bulleuse, là, c'est un bébé là, chez qui on faisait juste effleurer la peau, puis la peau levait. Alors, le bébé était transformé en plaie vivante. Et il fallait le garder sous des perfusions de morphine pour changer les pansements partout sur le corps. C'est une condition incurable. Là. C'est clair que le bébé n'aurait pas survécu plus de quelques mois. Là. Il avait des douleurs absolument abominables, là, on peut s'imaginer. Là. Et c'est le premier cas qui les a interpellés et qui les a fait réfléchir en équipe pour dire pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire endurer ça à ce bébé-là, là, qui va mourir de toute façon prochainement. Et donc, ils ont mis au point un protocole qu'on appelle le protocole de Groningen qui est appliqué. Donc, c'est une question importante qui est évidemment moins fréquente, plus rare que la maladie d'Alzheimer, hein, l'enjeu dont on a parlé avant, là. Mais c'est quelque chose dont inévitablement on devra discuter en société ici au Québec. À l'autre extrémité de la vie, l'aide médicale à mourir, éventuellement via simplement un consentement substitué.
Donc, le parent est malade, ça n'a jamais fait partie du débat. Les enfants arrivent, puis nous autres, on pense que ce sera un soin approprié, comme pour d'autres décisions qui sont prises dans ce contexte-là. Est-ce que tu penses que c'est envisageable? Ou... Ça n'arrivera jamais. Tu penses que ça n'arrivera jamais? Ça n'arrivera jamais. Okay. Ça ne peut pas arriver, ça ne doit pas arriver, ça n'arrivera jamais. Écoute, Jean-Pierre, je vais te dire très clairement, là, il y a une ligne rouge que tous les médecins ne franchiront jamais. C'est d'administrer l'aide médicale à mourir à quelqu'un qui ne l'aurait pas demandé pour lui-même. Parfait. Ça, c'est très clair. À la demande de quelqu'un d'autre. Sauf pour un mineur, évidemment. Bien, sauf pour... Oui, évidemment. Là, si on parle des mineurs ou dans le cas du bébé, là, mais là, on est ailleurs. C'est ça, OK, là, on est ailleurs complètement. Là. OK, c'est bon. Sur ces propos, nous prenons une courte pause et nous revenons avec le docteur Alain Naud. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Peux-tu imaginer à échéance une offre de service un peu modulée selon les croyances des médecins, ou plutôt le confort des médecins? Donc, certains médecins qui offriraient toute la panoplie des services en aide médicale à mourir, d'autres qui diraient, moi, je ne le fais pas dans certaines circonstances. Par exemple, pour les enfants, pour dire que ça pourrait être un bon exemple, d'avoir des médecins qui diraient, moi, un peu comme l'avortement, les interruptions volontaires de grossesse, de dire, moi, je ne fais pas d'aide médicale à mourir chez les enfants parce que j'ai des jeunes enfants. Ou penses-tu que c'est envisageable à échéance? Écoute, c'est déjà comme ça de toute façon. Hein. Il faut savoir que l'aide médicale à mourir, là, il n'y a personne qui est obligé de participer à ça. Malgré ce que les opposants continuent de clamer, là, on nous oblige à participer à ça. Là. C'est totalement faux. Là. Alors, quand on est soignant, qu'on soit médecin, infirmière, pharmacien, là, peu importe la raison de votre objection personnelle, si vous en avez une, personne ne va jamais vous obliger à participer à ça. Donc, actuellement, c'est déjà modulé un peu comme ça, je te dirais. Hein, en soins palliatifs, il y a des gens qui en font, mais avec certaines limites. L'aide médicale à mourir, il y en a qui en font, il y en a qui en font pas. Il y en a qui vont faire de l'aide médicale à mourir, mais qui ne sont pas prêts nécessairement à prendre toutes les demandes, à accompagner certains patients plutôt que d'autres. Alors, c'est absolument ça. Je pense qu'il faut, à quelque part, là, il faut rester confortable avec ce soin-là. Ce n'est pas un soin banal, ce n'est pas un soin ordinaire, on en a parlé plus tôt, là. Et il faut être personnellement là, en phase avec ce que ça représente là, au point de vue des valeurs, hein, puis des croyances, des convictions personnelles. Là, par exemple, où on ne peut pas, comme médecin, s'objecter, c'est transférer une demande à un collègue. Hein? Tout à fait. C'est-à-dire que, et là, on est à la même place que l'avortement, puis les autres enjeux, là. Je reçois une demande d'un de mes patients d'aide médicale à mourir. J'ai une objection personnelle, qu'elle soit de nature religieuse ou autre. J'ai l'obligation de la transférer à un collègue. Je ne peux pas simplement refuser en dire « moi, je ne m'en occupe pas ». Là. Ça, c'est contraire aux lois, premièrement. C'est contraire aussi au code de déontologie et au professionnalisme. Et tu sais que actuellement, la loi fédérale, le code criminel canadien, prévoit même des peines de prison pour quelqu'un qui nuirait délibérément à une demande d'aide médicale à mourir. Alors, vous recevez une demande d'aide médicale à mourir, vous détruisez des documents, vous nuisez intentionnellement à une demande, là, ben vous êtes passible d'accusations qui peuvent conduire à une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans. C'est quand même assez sévère. Alors, c'est pas banal, là. Dans les autres refus ou dans les autres obligations de transférer les soins à un malade, en chirurgie, nous, ce qu'on voit à l'occasion, ce sont des patients qui refusent des transfusions sanguines pour des motifs religieux. Alors, moi, j'ai des collègues qui n'opèrent pas ces malades-là parce qu'ils ne peuvent pas envisager de perdre un malade dans ces circonstances-là. C'est la même chose en anesthésie. Mais ils ont l'obligation de les transférer à un collègue qui est à l'aise de le faire. Tout à fait. Je sais que tu t'opposes au concept de démence heureuse. Donc, peux-tu un peu nous expliquer ce que c'est? Parce qu'il y a différents types. Je pense dans l'Alzheimer, il y a
type, là, mais Ouais. la démence heureuse, Ouais, là, la démence heureuse. les gens qui sont contre l'aide médicale à mourir disent, tu sais, ça, Ouais. ces patients-là sont bien, il faut les laisser tranquilles. C'est ça. Toi, tu dis c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Oui. L'objection de la démence heureuse. Hein? Tu vois, de par je le disais tantôt, les opposants se cherchent là, vraiment là, des arguments à invoquer. Puis l'argument de la démence heureuse, là, on y revient souvent, là, de dire, ben, le patient il a une maladie d'Alzheimer avancée, il y a un état de démence, là, le cerveau est rendu embouilli, mais il est heureux. Il sourit, puis on y parle, puis il se met à rire, puis il sourit du matin au soir. Alors, on peut bien faire la glorification de la démence, là, puis trouver que c'est fantastique, là. Moi, je vais te dire, je n'ai jamais rencontré une seule personne qui souhaite mourir au bout d'une démence, ou qui m'a déjà dit, là, il me semble que ça doit être le fun, là. Moi, j'espère que je vais me retrouver comme ça, puis que je vais mourir comme ça. Alors, la démence heureuse, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que ça reste une démence. Hein? Même si elle est joyeuse, là, le cerveau est embouilli. Hein? La personne qui est là, c'est pas la personne qu'on a connue. La personne qui est là, elle ne reconnaît plus son entourage non plus, là. Donc, ça reste une démence. Et pour moi, l'enjeu n'est pas de savoir est-ce que on est bien, on est dans un état de grâce ou on est malheureux en dedans. Hein? Il n'y a personne qui est revenu de la démence pour nous le dire. Donc, puis on part avec le préjugé que la démence heureuse, ça doit être le fun, puis que la démence agressive, ça doit être souffrant. Mais on n'en sait rien. Et on n'en saura jamais rien. Tu comprends? Alors, pour moi, là, l'enjeu n'est pas de savoir est-ce que la démence heureuse, il est joyeux en dedans, puis il est bien, puis il aimerait ça que ça continue comme ça, ou pas. Puis même si tu me disais, on va faire des dosages de cortisol sanguin, puis de catécholamine pour voir, y a-t-il une réaction physiologique? Je m'en fiche. Pour moi, là, ce qu'on doit considérer, et la seule chose qui est importante, là, c'est l'individu qui a reçu un diagnostic de démence et qui dit, vous savez, là, moi, là, quand je serai rendu au stade, là, où j'aurai une couche aux fesses, que vous me ferez nourrir à la cuillère, que je ne reconnaîtrai plus personne, ben, ma vie aura atteint un stade d'indignité que je ne veux plus poursuivre, même si je fais des jokes du matin au soir. Hein? C'est la dignité de fin de vie. Alors, pour moi, c'est ça qu'on doit considérer dans la démence heureuse. Et non pas de savoir si elle est réellement joyeuse, puis la personne voudrait continuer comme ça ou pas. Alors, dans quel état on est, on ne le sait pas, puis on ne le saura jamais. Mais quand la personne fait ce choix-là à l'avance, ben elle le fait avec le risque que ça comporte aussi. Tout à fait. Hein? De la même façon, quand on fait un testament ou quand on fait un mandat d'inaptitude. Hein? Quand on fait un mandat en cas d'inaptitude, puis qu'on désigne un mandataire, là, puis qu'on devient inapte, puis qu'on a mandaté quelqu'un pour gérer toutes nos affaires à notre place, il n'y a pas moyen de savoir si c'est encore ça qu'on voudrait. Ou si on a choisi la bonne personne. Ou si on a choisi la bonne personne. Mais on a fait ce choix-là, puis on a à vivre avec, tout simplement. Donc, la démence heureuse, pour moi, là, c'est de la foutaise. C'est un argument que les opposants cherchent à invoquer pour encore là semer de la confusion, puis se trouver des raisons là, pour s'objecter. On approche de la fin de l'entrevue. Je pense que tu as accompagné plus d'une centaine de malades, si je ne m'abuse. Oui, avec l'aide médicale à mourir. As-tu eu un cas difficile? Il y a peut-être de la confidentialité qui est en jeu. As-tu eu des expériences qui, je ne sais pas, soit t'ont amené à re-questionner ta position ou quelque chose qui sort du lot comme étant une expérience difficile, disons? Tous ces cas-là nous marquent beaucoup. Hein? Moi, je me rappelle là, de chacun de ces malades-là, dans le détail. Là. Donc, c'est des gens qui nous marquent beaucoup. C'est une expérience émotive intense, hein? Pas juste pour les proches qui sont là, puis le malade, là, mais pour les soignants aussi. Là. C'est une grande expérience émotive. Tous les malades, en fait, la constante qu'on voit chez tous ces malades-là, c'est la sérénité qui s'installe chez eux. À partir du moment où on leur confirme qu'ils sont admissibles à l'aide médicale à mourir, qu'on va pouvoir les accompagner, qu'on va pouvoir les aider, et qu'évidemment que le deuxième médecin a confirmé aussi qu'ils sont admissibles, entre ce moment-là et le moment de l'aide médicale à mourir, les malades ne sont pas anxieux, là. Au contraire. Ils sont sereins, ils sont détendus, ils n'ont pas peur de mourir. Pour eux, ce n'est pas à propos de mourir, c'est à propos de enfin cesser de souffrir. Je sais maintenant que jeudi à 10 heures, je vais cesser de souffrir. Alors, c'est une délivrance, c'est un moment de libération. Donc, ce sont tous des malades, puis ils sont tous différents, évidemment, là, avec des entourages différents, mais ce sont tous des malades qui nous marquent beaucoup. Il y a un seul cas qui me hante encore.
Et ça, c'est à cause des limitations de la loi qu'on avait à cette époque-là. Donc, on était au début de 2016 à l'Hôtel-Dieu de Québec, parce que les demandes venaient surtout de l'Hôtel-Dieu à l'époque, là, surtout avec les soins palliatifs, là, la mission de cancérologie, l'oncologique de l'Hôtel-Dieu. Et il y avait cette fois-là une dame, et je te le dis à peu près, là, de 75 ans, là, totalement autonome, qui était passée par l'urgence de Saint-François en occlusion intestinale, chez qui on avait trouvé une pathologie colique finalement qu'on avait opérée. Je vais passer les détails. Et qui, en post-opératoire, a fait un AVC massif, avec une hémiplégie complète. Donc, une paralysie complète d'un côté du corps, qui a été transférée à l'Hôtel-Dieu de Québec, évidemment en neurologie. On a fait des soins, on a fait des scans, on a fait tout ça. Et la dame avait un AVC massif là, au niveau du cerveau, avec un côté du corps complètement paralysé, une aphasie d'expression, c'est-à-dire qu'elle avait de la difficulté à parler, mais elle comprenait très bien. Là. Mais en lui laissant un petit peu de temps, on comprenait très bien là, ce qu'elle voulait dire, là, mais elle avait un peu plus de difficulté à s'exprimer. Mais la compréhension était parfaite. Là. Et après 3 semaines, la dame a bien compris qu'elle ne retournait pas dans son appartement. Hein? Pour elle, là, sa vie ne faisait plus de sens. Là. Elle a fait une demande d'aide médicale à mourir. Alors, la neurologue qui s'en occupait m'a appelé pour aller la rencontrer, pour répondre à sa demande. Et je rappelle qu'à l'époque, un des critères, c'était d'être en fin de vie pour avoir accès à l'aide médicale à mourir. Donc, la dame est relativement jeune, 75 ans, elle a un AVC, mais je ne suis pas capable de dire que cette dame-là va être morte d'ici 12 mois. Hein. Et j'ai dû refuser sa demande et j'ai dû lui expliquer. Et cette dame-là avait une détresse là, fantastique. Là. Et de lui dire ça, là, je voyais là, à quel point là, la déception dans ses yeux et de sa fille aussi qui l'accompagnait, qui était à son chevet et qui respectait la décision de sa mère et appuyait sa demande. Donc, ça a été de lui expliquer que malheureusement, je ne pouvais pas l'aider et de lui expliquer les raisons. Et ce que la dame a fait, c'est qu'elle a arrêté de manger puis elle a arrêté de boire. Donc, elle a fait une grève de la faim. Elle est décédée dans ces circonstances-là. Puis elle est décédée dans ces circonstances-là. Et ça, ce cas-là me hante encore. Aujourd'hui, on pourrait l'accepter parce que les lois ont évolué, hein, les critères ont changé. Mais je me dis, a-t-on été plus humain de refuser sa demande puis de l'abandonner à elle-même? Mais il fallait vraiment être à son chevet là, puis voir l'immense souffrance morale qui l'habitait là, pour le constater. Là. Alors, si tu me demandes un cas dont j'ai souvenir, là, c'est cette dame-là qui me vient en tête. En conclusion, là, avant la toute fin de l'entrevue, là, on en a parlé un peu au début, mais au plan strictement personnel, là, donc, lorsque toi tu le dis, c'est jeudi à 10h, là, pour toi aussi, c'est jeudi à 10h. Ouais. Là. Ces journées-là, ce sont des journées normales ou c'est une journée où tu te couches la veille dans un état d'esprit différent, tu te lèves le matin, comment tu te sens le reste de ta journée, tu rentres à la maison le soir, là, ouais. C'est comment une journée? Ouais. Je vais donner quelques explications là-dessus, puis je vais faire une différence entre le premier accompagnement que j'ai fait puis le 100e. Hein? Le premier accompagnement, là, j'étais terrifié. Écoute, j'avais l'impression, puis on était dans les premières semaines, là, la loi entrait en vigueur, on recevait des demandes. Il y a déjà un malade que j'avais examiné, que j'avais évalué, qui était admissible à domicile sur la Rive-Sud. Mais lui qui voulait faire sa demande, qui était encore pas prêt là, à mourir tout de suite, mais la loi venait d'arriver, puis il voulait juste faire sa demande pour être sûr que le moment venu, là, ça ne prendrait pas des mois de temps. Là, puis il voulait un peu une garantie. Et finalement, ça a évolué différemment dans les mois qui ont suivi. Là. Mais la première dame que j'ai évaluée et que j'ai prodigué l'aide médicale à mourir, écoute, on était au tout début. Là. Il n'y a personne qui en avait jamais fait. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Là. Hein, il y avait un protocole médicamenteux. Et pourtant, tu faisais des soins palliatifs. Et pourtant, je faisais des soins palliatifs. Mais un protocole pour administrer des médicaments qui vont provoquer le décès, on n'a jamais fait ça là, en soins palliatifs. Là. Du moins volontairement. Hein? Alors, je m'étais préparé. Là. J'avais lu le guide d'exercice du collège, j'avais fait de la visualisation mentale, je m'étais
fait un petit papier avec le protocole médicamenteux, avec des codes de couleur. Puis mais j'avais l'impression d'être sur le bord d'une falaise, là, avec les orteils qui dépassent. Là, puis là, il fallait que je plonge, mais je ne savais pas où j'allais atterrir. Est-ce que ça allait fonctionner, le protocole médicamenteux? Est-ce que le patient allait être agité? Est-ce qu'il allait se réveiller? Combien de temps ça allait prendre? C'est toutes des questions que j'avais, là. Puis j'avais pas de réponse. Puis il n'y a personne que je pouvais appeler pour dire comment ça va se passer, à quoi je dois m'attendre. Donc il fallait plonger. Donc ça a été un moment absolument terrifiant, là, pour moi, cette première expérience-là, qui s'est très bien passé, finalement. Et ça a été le malade qui m'a accompagné, qui m'a rassuré, puis qui m'a dit, vous allez voir, docteur, ça va bien aller. Ah oui, oui. Et j'ai gardé de cette première expérience-là un rituel, hein, parce qu'on a tous besoin de rituels dans la vie, là, puis particulièrement au moment de la fin de la vie. J'ai toujours, moi, depuis cette première dame-là, une chemise rose quand j'administre l'aide médicale à mourir. Et c'est encore en souvenir, en hommage et en reconnaissance à cette dame-là qui m'a accompagné dans ma première administration. Parce que quand je l'avais rencontrée, là, 3 jours avant, j'avais remarqué qu'elle était dans sa chambre et qu'elle aimait beaucoup le rose. Elle avait une robe de chambre rose, une grande couverture rose, article rose. Alors quand je me suis présenté ce vendredi matin-là pour l'administration, j'avais mis une chemise rose. Qu'elle a remarqué tout de suite. Elle a dit, docteur, vous avez une belle chemise. Et puis je lui ai dit, je l'ai mis pour vous faire plaisir, parce que j'ai remarqué que vous aimiez le rose. Et elle m'a fait un grand sourire. Elle m'a dit, ça va bien aller. Et c'est un rituel que j'ai toujours gardé là, depuis ce temps-là. Donc la première administration a été terrible, les autres ont été confortables. Maintenant, écoute, moi, Jean-Pierre, je dirais l'avantage de ne pas partir nécessairement sur la même ligne de départ que tous les autres médecins, dans le sens où ça fait longtemps que je fais des soins palliatifs. Je suis médecin de famille, donc accompagner des gens qui vont mourir, je le fais depuis longtemps. Là. Accompagner des familles aussi, là, avec leurs proches vers la fin de la vie, j'étais habitué de le faire longtemps. Donc, il y avait l'aspect technique. Mais après ça, quand on fait de l'aide médicale à mourir, on se rend compte que l'aspect purement technique là, des injections, là, c'est rien. Là. Puis je veux pas minimiser l'aspect émotionnel là, ou symbolique que ça peut représenter, là, mais la technique, une fois que tu l'as fait une fois, tu as tout compris. Là. Puis n'importe quel docteur est capable de faire ça. Hein? Ce qui ne veut pas dire qu'on est capable de faire de l'aide médicale à mourir. Exactement. Parce que c'est loin d'être juste une injection. Là. Et pour moi, c'est maintenant et depuis longtemps, je te dirais, un soin comme les autres soins que je donne. Donc, non, je ne reviens pas chez nous tourmenté le soir et je dors bien la nuit d'avant. Et ce qui me nourrit, moi, comme médecin, depuis ce temps-là, c'est toute la reconnaissance et la gratitude qu'on reçoit de ces malades-là, qui sont tellement reconnaissants là, qu'il y a des docteurs qui s'impliquent pour les accompagner, là, et des proches aussi, là, j'inclus les proches, là. C'est des marques de reconnaissance là, absolument remarquables qu'on a à chaque fois et c'est ça qui me nourrit. Alors, si je te croise dans les corridors de l'hôpital avec une chemise rose, c'est probablement une journée un indice qu'il y avait importante. Probablement une aide médicale à mourir cette journée-là parce que, écoute, ça arrive des fois que j'en mets en d'autres occasions, mais c'est plus rare. Fait que tu pourrais parier qu'il y aurait une aide médicale à mourir cette journée-là. Écoute, merci beaucoup. Merci, Alain. Alors, on passe vraiment on vient de terminer les entrevues sur une note plus légère. Donc, il y a dans ce balado une section baguette magique. Mm-hmm. Donc, je te donne une baguette magique et je te donne le loisir de changer instantanément une chose dans le système de la santé. Là. Aujourd'hui, jeudi soir, à 21h30, ce serait quoi? Je te dirais le rétablissement de l'imputabilité individuelle chez tous les soignants du réseau de la santé. Et ça, malheureusement, puis c'est pas seulement dans le réseau de la santé, là, je le vois un peu généralisé là, dans notre société, là, il n'y a plus personne qui est responsable de rien. Puis quand on est un soignant dans le réseau de la santé, là, qu'on soit médecin, infirmière, peu importe, là, pharmacien, c'est devenu très facile de dire « c'est pas ma faute, c'est pas ma responsabilité, c'est la faute du système ». Hein? Puis on met beaucoup de choses sur le dos du système, alors que le système, là, il est fait d'individus. Il fonctionne avec des individus qui, individuellement, ont chacun une responsabilité à assumer. Et ça, je trouve que la perte de l'imputabilité, c'est à l'origine de beaucoup, ça explique pas tout, là, mais de beaucoup de nos dysfonctionnements dans le réseau de la santé. Je vais faire ma petite minute syndicale. Je vais dire que nous, en chirurgie,
l'imputabilité, on la vit encore de façon assez quotidienne. Ouais. Donc, c'est peut-être pas tout seulement en chirurgie générale, mais c'est peut-être la relation, comment dire, spéciale qu'on a avec nos malades aussi. Là, sans rentrer dans les détails, là, mais c'est frappant parfois, surtout en début de carrière, des chirurgiens qui ont des complications graves, qui relèvent du risque inhérent, qui voient parfois leur carrière ruinée. Donc, mais je comprends ton point, puis je te rejoins quand même à plusieurs égards. Je reprends la baguette magique et je te laisse le loisir ou le privilège de rencontrer la personne de ton choix dans le monde, vivante ou décédée, pour prendre un verre, un café ou autre. Ce serait qui? Ben, écoute, il y a quelqu'un qui me vient en tête tout de suite et c'est probablement plus pour l'œuvre que pour la personne, mais ce serait Jean-Sébastien Bach. Moi, je suis un grand amateur de musique, pour en écouter beaucoup plus que pour en faire. Là, depuis que je suis tout jeune, moi, les premiers sous que j'ai gagnés, c'était pour m'acheter des 33 tours à l'époque. Là. Et j'achète beaucoup de musique et j'en écoute beaucoup. Et j'ai des goûts très éclectiques. J'écoute un peu de tout. Mais il y a quelqu'un avec qui moi je suis, et je ne peux pas t'expliquer pourquoi, là, mais en résonance particulière, c'est la musique de Bach, qui m'accompagne depuis toujours et qui m'accompagne dans les joies, dans les peines. Et dès que j'entends à la radio la musique de Bach, là, ça prend 2 secondes. Je sais que c'est de la musique de Bach et ça amène une résonance intérieure chez moi. Donc, est-ce que Bach était un joyeux luron? Probablement pas. Hein? Il est décédé, ça fait plus de 250 ans, maintenant en 1750. Et c'était quelqu'un qui était très religieux, pratiquant. Hein, ça aurait pu être intéressant. Oui, beaucoup de musique d'église. Et on dit que la musique de Bach est justement un lien direct avec Dieu. Là. Donc, tu vois, je ne suis pas anti-religion du tout. Mais ça devrait être un homme fascinant parce que 270 ans plus tard, partout dans le monde, on écoute encore à tous les jours de la musique de Bach. Et je suis convaincu que dans 270 ans, on va continuer d'en écouter encore, là, ce qui n'est pas le cas de la grande majorité des musiciens contemporains, là, qui sont souvent des feux de paille. Là. Donc, Jean-Sébastien Bach, clairement. Tu lui demanderais quelque chose en particulier ou c'est simplement pour connaître ton idole? Écoute, moi, je m'intéresserais à son quotidien, comment il vit, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui le fait vibrer, d'où il prend son inspiration, parce que c'est un gars sa première épouse est décédée, il a eu plusieurs enfants, et c'est un gars qui était effectivement très croyant, religieux, qui a beaucoup écrit là, de cantates et de choses, des œuvres profanes aussi, mais beaucoup de musique religieuse. Alors, il y a un peu un paradoxe pour moi là, inhérent à cet individu-là d'avoir écrit des choses absolument intemporelles et magnifiques. Là. Donc, c'est juste parler à bâton rompu, je te dirais. Une cause qui te tient à cœur, une fondation que tu supportes, que tu aimerais nous présenter? Écoute, toutes les fondations qui s'intéressent aux enfants m'interpellent beaucoup, hein, que ce soit Le Camp, Opération Enfant Soleil, Rêve d'enfant, qui est une fondation magnifique là, qui s'occupe pour des enfants, pas tout le temps nécessairement mourants, mais des fois sévèrement atteints, de réaliser leurs rêves. Moi, je trouve que c'est des causes magnifiques. Puis il y en a une, entre autres, à laquelle j'ai toujours souscrit, là, je souscris à plusieurs de ces causes-là, mais qui est la Fondation des amputés de guerre du Canada, qui est, je trouve, une magnifique occasion de fondation, ou exemple de fondation qui a évolué au fil des années. Parce qu'on s'entend que les amputés de guerre, actuellement, il n'y en a plus beaucoup, là. Alors qu'à une époque, il y en avait une beaucoup épidémie, et c'était une fondation essentielle. Là. Donc, ils ont évolué tranquillement vers les gens qui subissent des amputations, souvent les enfants particulièrement. Traumatiques ou médicales. Traumatiques ou médicales ou de naissance pour accompagner, équiper ces enfants-là, faire des messages de prévention. Et moi, je me rappelle, depuis mon premier emploi, j'ai toujours envoyé puis ça va bien au-delà c'est pas pour la petite plaquette porte-clés qu'on nous envoie chaque année, là, mais c'est parce que c'est une cause que j'aime beaucoup et que je trouve très noble. Avant de nous quitter, une dernière pensée peut-être sur l'aide médicale à mourir, un message pour les auditeurs? Oui. Est-ce que j'ai le droit d'en livrer 3? Il n'y a aucun problème. Juste rappeler que le mot euthanasie
Hein, les opposants l'utilisent avec beaucoup de mépris, là, en parlant de l'euthanasie. Les médecins qui font de l'aide médicale à mourir l'utilisent au contraire avec beaucoup de respect et de bienveillance et de compassion. Et se rappeler que, à l'origine étymologique du mot euthanasie, hein, ça vient du grec eu, et thanatos, qui veut dire belle mort. Et euthanasie, là, c'est la façon d'avoir une belle mort. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec le mot euthanasie. L'aide médicale à mourir, c'est un acte d'euthanasie, hein, c'est clair. En Belgique, on l'appelle comme ça. Mais je ne l'utilise pas avec mépris, je l'utilise avec beaucoup de respect envers les gens qui éventuellement y ont accès. Deuxième pensée, c'est facile de débattre et de philosopher sur la souffrance et la mort quand ce sont les autres qui y font face. Tu comprends? Vous allez avoir plein de gens qui vont vous dire comment on doit mourir, ne pas mourir. Puis, hein? Alors, quand ce sont les autres, c'est facile là, de dire aux gens quoi faire. Hein? Puis l'Église catholique a une position. Hein? Vous pouvez mourir comme ça, mais surtout pas comme ça. Alors qu'encore une fois, on parle d'un soin qui est légitime et légal. Moi, ma position comme médecin, quand j'arrive avec un malade, c'est pas juste en soins palliatifs ou en aide médicale à mourir, là, c'est dans ma pratique quotidienne. Là. C'est pas d'imposer mes valeurs, mes convictions. C'est d'écouter la personne qui est en face de moi, de comprendre qui est cette personne, quelles sont ses valeurs, ses convictions, ses croyances à elle et comment moi je peux l'accompagner là-dedans. Et la troisième pensée, on parle de la dignité de fin de vie. Hein? Puis ça, dépendamment à qui tu poses la question, tout le monde a sa définition de la dignité de fin de vie. Là, et pour l'Église catholique, clairement, il y a des fins de vie indignes et d'autres qui sont dignes. Là. Alors que pour moi, je ne sais pas c'est quoi la dignité de fin de vie, puis je n'ai pas de définition de ça. La seule chose que je sais, c'est que la seule fin de vie digne, c'est celle qu'un malade va choisir librement pour lui-même, en toute connaissance de cause et en toute liberté, avec ses propres valeurs, croyances et convictions, et pas en fonction des croyances, convictions du personnel soignant ou de l'établissement dans lequel il est hébergé. Et pour moi, c'est la seule fin de vie qui est digne, peu importe le choix que le malade fera parmi les options qui sont disponibles. Alors, sur ces propos, ceci conclut mon entretien avec le Dr Alain Hainaut, qui est médecin de famille et de soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval, et professeur titulaire de clinique à l'Université Laval. Alain, merci beaucoup pour ta générosité. Merci Jean-Pierre de l'invitation. Ça a été un grand plaisir de partager ce moment-là avec toi. Fantastique, merci énormément. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue fleuve. Je vous invite à écouter les autres épisodes de la série sur l'aide médicale à mourir et les autres épisodes du balado. Je vous invite à visiter mon site web qui est baladosanté.ca au BALADOSANTE.ca. Vous pouvez bien sûr m'envoyer un commentaire, suggérer des invités, vous abonner au site web, également vous abonner au balado sur la plateforme de votre choix. Et je fais également appel aux commanditaires qui aimeraient supporter cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.